L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bienvenue à cette émission spéciale consacrée à l'actualité liée au conflit qui oppose le Bénin et le Niger. Nous parlerons également de la marche des travailleurs qui aura lieu ce 11 mai 2024. Nous n'occulterons pas également de parler de la tournée de reddition de comptes qui démarre le 15 prochain. Je suis en compagnie de Clément Adéoti Adéchian, fondé du groupe ESAE. Il est journaliste, fondateur des organes de presse, notamment l'informateur ESAE TV et ESAE Radio. Clément Adéoti Adéchian, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être avec moi ce matin. Nous démarrons par cette actualité liée au Niger. Le Bénin qui décide de fermer ses eaux au profit du Niger. Il dit qu'il n'est pas favorable à l'embarquement du pétrole nigérien parce que le Niger a gardé ses frontières fermées. Est-ce que la décision du président Patrice Talon est cohérente selon vous? Elle est très cohérente. Déjà, il faut que je commence par là. Le Niger, comme toute logique, a quand même décidé de maintenir ses frontières fermées. Malgré la décision de la CEDEAO qui a accepté d'ouvrir les frontières, ils se sont précipités le lendemain d'aller ouvrir les frontières avec le Nigeria. Le Nigeria qui a quand même coupé l'électricité. Il y a eu beaucoup de morts dans les hôpitaux. Et les Nigériens ont décrié cela, ont crié le nom de Tinubu. Le Bénin n'a rien fait. Nous avons fermé une petite frontière à Malanville, à Bodegali, ou quelques petites frontières qu'on a avec le Niger. On n'a rien fait d'autre. On a obéi à la décision communautaire de la CEDEAO. Alors, c'est tout ce qu'on a fait. Alors, pourquoi il y a eu cette fixation particulière du Niger contre le Bénin? La seule explication, c'est qu'ils nous ont vus trop petits, infiniment petits, infinitésimalement petits, qu'ils décident alors de bomber le torse par les petits accords qu'ils ont eu certainement avec Lomé pour faire passer leurs marchandises, malgré les risques qu'ils encourent avec les terroristes en traversant le Burkina Faso. Quelle est votre appréciation de l'attitude qu'a adoptée le Togo dans cette crise? Alors, nous n'allons pas au Togo pour l'instant. Pour l'instant, oui. Restons chez nous. Oui. Pour dire. Alors, au vu d'une situation pareille, en face d'un pays qui est aussi immense, effectivement, pas sa superficie, mais pas aussi grand, pas sa puissance économique, parce qu'on a plus faim, et je vous le rappelle, au Niger qu'au Bénin. Quand vous prenez le produit intérieur brut du Niger, même quand ils ont le pétrole, ce n'est pas aussi puissamment renforcé ou renfloué que le produit intérieur brut du Bénin. Ils ne sont pas si puissants. Ils n'ont rien de plus que les Béninois. Mais ils ont voulu nous montrer qu'ils sont immenses, qu'ils sont grands, peut-être territorialement parlant. Alors, il était temps que le chef d'État béninois se lève, hausse le ton pour exprimer une certaine position qu'on attendait depuis un bon moment. On est fraternel. Le peuple nigérien et béninois partagent un certain nombre de cultures et de valeurs ensemble, d'accord. Mais on ne peut pas
décidé de nous narguer en gardant les frontières fermées contre tout bon sens et faire mouiller nos eaux territoriales par des bateaux qui viennent tranquillement prendre du carburant futile et battant pavillon chinois. C'est inadmissible. Alors, nous voulons que les Nigériens qui voudraient bien continuer par récupérer leur carburant par les Chinois chez nous sur notre territoire, alors se conforment à une certaine norme, qui viennent voir les Béninois pour dire bon, et quel est le principe, quelle est la base, et quelle est cette logique qui consiste à maintenir les frontières fermées et à continuer quand même à venir prendre le carburant. Alors nous aussi nous refusons, on ne mouille plus nos eaux, nous fermons nos frontières aux Nigériens sur nos eaux territoriales jusqu'à ce que toutes les parties se retrouvent sur la table de négociation. Pensez-vous que cette démarche du gouvernement béninois va pousser les putschistes à aller à la table de négociation? Nous avons écouté le Premier ministre nigérien déjà, oui, qui a une déclaration de forme. On est en diplomatie, on est en relations internationales. Nous n'avons rien à voir avec le Bénin, c'est les Chinois qui sont concernés. Ils vont régler le plan avec les Chinois, mais je crois qu'ils mentent. Ils mentent. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, que la junte au pouvoir au Niger est en train d'être dépassée par les événements. Ils savent très bien qu'ils sont affamés, la population. Ils savent très bien ce que ça draine comme ressources pour les bus déjà qui passaient par le Bénin, qui transportaient les biens et les marchandises et les personnes pour aller à Niamey. Tous ces bus qui sont bloqués aujourd'hui, qui ne peuvent pas passer quand même par le Burkina, le Togo, pour reprendre les affaires. Le nombre de camions qui sont bloqués toujours à la frontière de Malanville là-bas, ils le savent très bien. Et cette population continue pas à crier. Ce n'est pas les prébendes ou quelques possibilités en fait par Lomé à la junte, je n'ai pas dit au Niger, à la junte, qui va perdurer, qui va leur faire maintenir cette situation inconfortable de latence aussi longtemps que cela. Avant d'en venir à l'opinion de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Willy Agbensu, vous demandez tout à l'heure de savoir quelle est votre appréciation de l'attitude qu'a adoptée le président Faure dans cette crise, malgré qu'il était membre de la CEDEAO, son pays était membre de la CEDEAO, et chef d'État, membre de la conférence des présidents. Non, moi je ne peux pas accuser un chef d'État étranger qui a profité d'une situation pour tirer la main du feu. Faure ne s'est jamais positionné contre la CEDEAO, au contraire. Toutes les fois où il y a eu une commission mixte pour aller faire de la médiation, il s'est proposé toujours immédiatement pour faire partie de la commission. Mais la médiation était infructueuse apparemment. Pas du fait de Faure. On ne peut pas l'affirmer, tout de go. Peut-être du fait des puisqu'il est avec la CEDEAO, mais dans le même temps, il passe pas derrière pour quand même profiter de... Il n'est pas passé par derrière. On a écouté son discours. Faure a exprimé. Nous avons un pays, nous avons des frères qui sont en détresse. Nous leur offrons la possibilité d'utiliser notre port pour pouvoir soulager la misère des populations. Mais cette décision n'était pas en respect avec celle de la CEDEAO. Faure n'a pas exprimé une position commerciale. Faure a exprimé une position d'un pays qui vient à la rescousse des frères ou d'un autre pays ami en difficulté, fut-il sous embargo de la CEDEAO. Alors, nous savons très bien que le Togo, le port de Lomé profite très bien de la situation aujourd'hui pour renflouer leur caisse. Nous savons très bien que la fermeture des frontières à Malanville profite allègrement à Lomé, mais on ne peut pas en vouloir à un État qui profite d'une situation. Donc le Bénin aussi aurait pu adopter la même posture. Le Bénin a voulu jouer serré en tenant compte de la position de la CEDEAO. Je crois qu'on ne peut pas demander au Bénin de faire comme le Togo. Le Bénin n'est pas le Togo. De toutes les manières, le Togo n'a jamais été le Bénin n'a jamais été le Togo. On n'a jamais fonctionné de la même manière. Le Bénin a toujours une posture internationale qui se décrypte aisément quand on parle de la position du Bénin. Ce n'est pas pareil quand on parle du Togo. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Willy Agbensu, au micro de Christophe Boisbouvier sur Radio France Inter, dit être surpris de cette décision du gouvernement béninois. Là aussi, c'est son point de vue que je respecte. Il n'est plus tenu par le secret de la solidarité gouvernementale. Il est parti et il est diplomate, il est internationaliste et il est en droit d'opiner. Sur cette question, les opinions sont diversement appréciées. La preuve, je donne
la mienne. Je donne mon opinion et je dis que je soutiens fermement la position du gouvernement. Et je dis que c'est ce qu'il faut faire. Il faut montrer qu'on n'est pas un petit pays. Il faut montrer qu'on est un pays souverain et que le Niger doit nous respecter comme il a respecté le Nigeria pour se précipiter d'ouvrir ses frontières. Donc, quand Agbenossi pense le contraire, pense que nous devons nous comporter autrement, c'est son problème, c'est son point de vue, et il est en droit de l'exprimer. Et en bon démocrate, je respecte la position d'Agbenossi, que je me refuse de commenter. C'est son point de vue, c'est sa position. Êtes-vous de ceux qui pensent que le Niger est également dans un combat politique à travers sa posture contre Patrice Talon? Ben, le Niger n'a aucun combat contre Patrice Talon. Qu'est-ce qui lie le Niger? La gente connaissait Talon où avant de venir au pouvoir? Ben, nulle part. C'était des militaires anonymes que personne ne connaissait d'ailleurs. Et Chiani était pratiquement, si on vous demandait de donner le pédigré de Chiani avant qu'il ne devienne chef d'État, vous ne l'aurez même pas connu. Vous allez me demander c'est qui Chiani. Bon, il est devenu chef d'État, on l'a découvert subitement. Mais comment pensez-vous maintenant qu'il voudrait se mesurer au président Patrice Talon? Ça n'a rien à voir. Je ne crois pas. C'est des positions du moment, c'est des opportunistes. Ils profitent d'une opportunité, ils profitent d'une situation, ils profitent des intérêts que la gente commence par capitaliser. Et n'oubliez pas, tant que ça se passera comme ça, c'est le peuple qui aura le dernier mot. Le peuple va commencer par avoir faim et soif. Et je crois que la junte militaire va commencer par faire l'épreuve de l'usure du pouvoir à un moment donné. Est-ce qu'à ce niveau, aujourd'hui, on peut se dire que Patrice Talon tient au bon endroit la junte pour la contraindre à la table de négociation? Non, je ne peux pas dire ça non plus. Les militaires restent les militaires, ils sont têtus, ils sont bornés. S'ils n'ont pas envie de céder, ils ne céderont pas. La position de Patrice Talon, je ne pense pas que ça aurait pour conséquence d'obliger la junte à venir à la table de négociation. C'est une position normale que je défends. Un pays souverain doit se faire respecter. Alors, ceci dit, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut que ça contraigne forcément les Nigériens à venir couper les Chines. Non, ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas tenus, ils peuvent garder leur position. Mais les deux pays en souffrent, les deux populations en souffrent. Oui, mais ce n'est pas une raison. Mais le Nigeria a fermé la frontière pendant combien d'années? Plus de 2 ans. Avec Buhari. On n'est pas mort au Bénin. On n'est pas mort. On a souffert. Nous, surtout qui sommes nous sommes frontaliers. Nous avons une origine au Nigeria. Nous sommes des villages de la contrebande, de père en fils. Mais pourtant, ils ne sont pas morts ni à Sakété chez toi, ni à Takon. Dans le plateau. Ni à Kouti chez le président Agapit. Donc, on a tenu bon pendant longtemps. Bien qu'on soit frontalier, aucun peuple ne payera. Ceux qui souffriront, mais l'histoire finira par... Mais il y a des opérateurs économiques qui souffrent beaucoup de cette affaire, ceux qui ne vivent exclusivement que du trafic entre le Bénin et le Niger, par exemple les transporteurs. Absolument, et c'est ça, je vous dis, que c'est plutôt ce sont ces gens-là, ce sont ces transporteurs, ce sont ces opérateurs économiques qui ont un intérêt, effectivement, à voir les deux peuples communiquer, convoler en juste noce. Ce sont ceux-là qui vont pousser les deux parties à fléchir leur position, surtout à commencer par la junte militaire. Ça viendra. Ça viendra. Alors, très rapidement, nous sommes le 11 mai. Ce jour, les travailleurs sont autorisés à marcher par le préfet Léon là. Quel commentaire faites-vous sur ce micmac-là? Parce qu'autrefois, on avait dit qu'ils n'ont pas eu d'autorisation. Après, aujourd'hui, ils sont autorisés. Quel est votre regard? Nous avons eu une émission ici, et j'ai donné ma position, que c'était très mauvais de la part de Roula d'avoir interdit une marche des travailleurs. Le Bénin a une image à défendre. Et nous connaissons cette posture reconnue du Bénin, qu'on ne peut pas interdire une marche pour les travailleurs. C'était inutile, c'était vilain d'avoir fait gratuitement de la publicité pour les travailleurs. Et ben, maintenant, qu'est-ce qui a changé 2 semaines après? Ben, ce qu'on devrait avoir fait, on le fait maintenant. Tant mieux, moi je trouve que c'est bien de les laisser marcher et d'encadrer la marche. Je les envoie vers les policiers pour indiquer l'itinéraire à suivre pour qu'il n'y ait pas de casse. Je crois que pour l'essentiel, c'est ce qui devrait être fait. Moi je suis content, en tant que démocrate, j'assume ma posture. L'État, c'est vrai, doit rester l'État, doit être fort quand il faut être fort, mais quand les travailleurs demandent à marcher, contre la vie chère, même contre tout bon sens, il faut les laisser faire. C'est leur pied, c'est leur usure, ça ne devait pas être un problème pour... Ça ne doit pas être un problème. Non, non. Et en ce qui concerne la tournée de reddition de comptes des militants de la mouvance présidentielle, des sympathisants et militants de la mouvance présidentielle, qui va démarrer très prochainement. Oui, le 15 mai, selon l'agenda issu de la dernière réunion de 2 jours de l'équipe choc.
autour du chef de l'État, les deux partis politiques, le PR et le BR. C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Mais il va vous surprendre, cette tournée va produire quoi? Sérieusement, je ne sais pas. Parce qu'en dehors du chef de l'État, qui est la figure emblématique, connue, populaire, de cette grande mouvance présidentielle, il y a des ministres qui ne savent même pas de quelle localité ils proviennent. Alors ils iront où? Ah bon? Il y a des ministres, je ne sais pas si c'est à Cotonou qui resteront ou si c'est à Karalé. Il y a des ministres qui n'ont jamais fait de la politique. Il y a des ministres qui ne sont jamais allés voir un chef quartier de leur localité. Il y a des ministres qui n'ont jamais mobilisé la foule. Ils seront soutenus peut-être par qui? Les leaders politiques de leur formation politique. Maintenant, à 2 ans ou à 1 an et demi de la fin d'un mandat, maintenant ces ministres vont débarquer maintenant pour dire voilà, on va vous expliquer les actions du chef de l'État et voilà ce qu'on faisait depuis, mais qu'il y aura des gens pour les écouter. Vous pensez réellement? Non, mais... Vous pensez que le moment n'est pas opportun? De l'opportunité que tout le monde se déverse sur le terrain, à mon avis, c'est tard. En politique, la reddition de comptes, surtout lorsqu'on est politicien, se fait d'heure en heure, de semaine en semaine, de mois en mois. On n'entend pas 5 ans, on n'entend pas 6 ans pour aller sur le terrain expliquer. Parce que, justement, le grand problème que le chef d'État a constaté, c'est qu'il en fait suffisamment, mais qu'il y a peu de gens pour le dire. Ben, il faut s'en prendre aux organes de communication qu'il y a autour du chef de l'État, qui ne font pas bien leur boulot, qui ne laissent pas la communication descendre à la base, qui ne laissent pas les radios communautaires travailler. Est-ce que c'est la stratégie de la communication gouvernementale ou c'est lié à une défaillance du personnel politique? Ben, les deux. Déjà, la communication, on a dit que vous détestez le lièvre, mais il faut le respecter à la course. Comme sous le président Yahi Boni, quand même, malgré tout le désordre qui a caractérisé son système, ben, il avait cette façon-là quand même de démocratiser la communication à tous les niveaux, à tous les paliers. Ce qui fait que ce qui s'est fait au sommet est entendu par la petite base. Il y a une manière de faire circuler l'information, il y a une manière de permettre à tous les politiciens de participer à la communication, au partage de l'information. Mais sauf que cette fois-ci, ce n'est pas le cas. C'est un noyau qui pense qu'ils ont la capacité, qu'ils ont le pouvoir de faire passer l'information à tout le monde. Mais ils l'ont essayé, ça n'a pas marché. Est-ce que vous estimez que le fait qu'on ait centralisé la communication gouvernementale constitue un frein à la propagation, à la propagande gouvernementale? À votre avis, en 8 ans, vous avez l'impression que ça a fonctionné? Vous avez vraiment l'impression que sur le terrain politique, il y a des baroudeurs, il y a des personnes convaincues qui courent dans tous les sens pour se battre, pour dire voilà, c'est la rupture, voilà ce qui se fait. On a des infrastructures conçues partout, on a des marchés et flambant neufs. Il y a le gouvernement qui chaque semaine effectue des entretiens avec les professionnels des médias. C'est tout. Est-ce que ce n'est pas le personnel politique qui est à ce niveau-là qui est le véritable problème? Parce qu'en tant qu'acteur politique, dans leur région, les députés, sur les actions du gouvernement, quand même, devaient descendre sur le terrain quand même pour aller au contact des populations et expliquer, puisqu'ils disent qu'ils soutiennent effectivement les actions du chef de l'État. Qu'est-ce qui est mis en place pour motiver le chef quartier, le chef de village de son village, à aller sur une radio communautaire, à aller parler de ce qui se fait au sommet? Qu'est-ce qui est fait pour mobiliser la base à communiquer autour de ça? Comment c'est géré? Comment, qui sont ceux qui s'occupent des marchés publics? Comment c'est reparti? La communication, ce n'est pas seulement aller bavarder à la radio, à la télé. La communication, c'est qu'est-ce que je gagne de ce qui se fait qui me permet d'intéresser ma base pour communiquer? Comment c'est fait? Comment c'est partagé? Comment c'est distribué? Vous croyez que en 8 ans, ce que le président Talon a fait, que le Bénin ait pu réaliser ça en 40 ans d'existence? Jamais. Je puis vous le dire. Mais dans la réalité des faits, le Bénin s'en fiche. En 5 ans, Soglo a transformé le Bénin de 90 à 96. Vous savez ce que les gens racontent? Pavé et Milandoua. Pavé et Milandoua. Paix à son âme. Un illustre politicien avait formulé une petite demande d'aide financière en ce moment-là seulement pour ses soins, qui a été rejeté. La conséquence, il est allé soulever le président Kérékou, qui est revenu pour reprendre le pouvoir. Peut-être que Soglo aurait pu comprendre ça, qu'il faut partager à tous les niveaux, partager chez tout le monde, qu'il aurait repris le pouvoir en ce moment-là. Mais lorsque vous réalisez des infrastructures, lorsque vous faites des choses qui sont connues, faites en sorte que, même au niveau du partage, que la plus petite structure, la plus petite cellule politique sache ce qui se passe. Même si c'est marché
publics pour livrer des cahiers dans les communes, pour livrer des bics, pour livrer des accessoires. Chacun le fait. Et c'est le fruit, l'usufruit de ça. Il faut que la prospérité soit partagée dans les communes. C'est avec ça qu'on parle. Il faut que la prospérité soit partagée. Ce n'est pas que non, mon ami, mon confrère William Mbedi ne sait pas communiquer. Il le fait tellement si bien. Mais le problème, c'est qu'il y a l'impression qu'il prêche dans le désert, que personne ne l'écoute, personne ne l'entend. Parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. Et il y a quand il est temps qu'on comprenne ça. Sinon, ils vont aller faire tout le tour du Bénin. Ils vont répéter les mêmes choses. Ils vont revenir encore à Cotonou. Mais ça ne dira rien à personne. Dernière question pour ces 2 ans. Alors, que faut-il faire alors pour quand même insérer dans la tête des Béninois ce que Patrice Talon a eu à faire? Desserrer le taux. Permettre à la base, aux politiciens à la base, d'avoir la possibilité de gagner des petits marchés publics. D'avoir accès à des petites opportunités. Que le délégué, que le maire, que le chef d'arrondissement ne compte plus seulement sur son salaire pour dire qu'il est politicien. Parce qu'il a tellement de gens qui s'alignent devant sa porte pour amener leur ordonnance. Ben c'est ça aussi notre communauté. Quand tu es en politique, on veut penser que tu dois régler tous les problèmes. Est-ce qu'il faut aller à un changement de mentalité? Ben, c'est pas demain la veille alors dans ce cas. Mais au niveau des partis politiques, ils ont des ressources. Qu'on peut distribuer facilement comme ça jusqu'aux petits Béninois à la base, je ne crois pas. Il y a une manière de le faire. Les partis politiques peuvent s'organiser autrement pour envoyer sur le terrain pour les 2 ans qui restent. Élus. Pour les 2 ans qui restent, il y a une manière de le faire, il y a une manière de travailler pour que tout descende à la base, au niveau de tout le monde, qu'on ne groupe plus, qu'on n'attroupe plus tous les grands marchés dans les mains de 2 ou 3 ou 4 ou 10, qu'il y a une manière de partager les ressources, de partager les dividendes que tous les citoyens en demandent donner qui compte. Ben, je ne demande pas, si tu n'as pas combattu, tu n'as pas fait le bon combat avec le pouvoir en place, je ne demande pas de te pointer pour dire mais donne-moi un marché. Mais au moins ceux qui sont actifs, qui s'appellent BR ou IPR, qui sont de la mouvance, qui travaillent pour ça, qui a possibilité. Vous ne pensez pas au MOEL, au RN? Pourquoi pas, s'ils sont de la mouvance présidentielle, ils sont concernés, bien sûr, parce que ceux-là doivent aller défendre également les bilans du pouvoir. Pour défendre un bilan, il faut avoir le ventre bien rempli. Sinon, c'est pas possible. Merci à vous, Clément Adéotia-Deschian, pour vos analyses. Merci pour ce matin. À la semaine prochaine. Pour le rendez-vous. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. C'est noté. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Chers amis internautes, on se retrouve dans quelques instants pour Info Hebdo avec Agapit Napoli Mafroïcan et Arimi Choubadé.